Bonjour à tous. Donc, effectivement, je me présente, Sophie Lelorin. Donc, je suis alors psychologue à l'origine, mais là, je suis surtout maître de conférence à l'Université de Lille, dans le laboratoire Scalab, qui est une unité CNRS université. Et donc, effectivement, on a l'occasion de travailler sur l'éducation thérapeutique. Et je voudrais vous présenter quelques données de la recherche, mais n'ayez pas peur, vous allez voir, c'est très concret, qui peuvent nous servir à comprendre comment on pourrait accompagner la motivation au changement. Alors, ça, je vais voir si ça marche. Donc, alors pourquoi le changement lors de la grossesse? Eh bien, en fait, on peut réfléchir au fait que c'est vrai que c'est une période qui est quand même assez propice au changement. Pourquoi? Parce que ça serait pas mal, comme on vient d'en parler, d'avoir une alimentation bonne. Pourquoi pas de se mettre un peu à l'activité physique, même si ça paraît peut-être contre-intuitif, c'est au contraire quelque chose qui est de façon adaptée, favorable. Et puis peut-être aussi l'occasion de revoir certains réaménagements familiaux. Donc voilà, la grossesse, c'est l'occasion de changement, arrêt du tabac, de l'alcool, peut-être se remettre un peu en piste. Alors, je voudrais effectivement, voilà, comme je suis dans le domaine de la psychologie de la santé, vous présenter quelques modèles parce qu'il y a plein de chercheurs qui ont réfléchi aux facteurs qui prédisent le mieux les changements. Alors, ça peut être les changements pendant la grossesse, mais ça peut être tout type de changement lié à la santé. Pourquoi les gens, un jour, décident de faire attention à leur humeur, à leur activité physique ou à leur alimentation. Alors, je vais vous en présenter deux. Le premier, le voici. Vous voyez, la case bleue, c'est la probabilité qu'on a d'adopter une action favorable à sa santé. Par exemple, le 1er janvier de chaque année, vous avez un tas de personnes qui se disent « Tiens, ça serait bien que je me mette à faire un peu plus de sport, d'activité physique, ça serait bien que je fume un peu moins, que je boive un peu moins, etc. » Alors, on a des chercheurs qui, il y a déjà un certain temps, se sont dit, ben voilà, en théorie, ce qui pourrait favoriser le fait qu'on ait envie de changer, ça serait déjà la case qui est en haut, vous voyez, en vert, le fait qu'on perçoive des bénéfices à ça. Si vous expliquez à quelqu'un que ça serait bien de manger plus de poissons, mais sans lui expliquer pourquoi, bah, il y a peu de chances que ça marche. Donc si je perçois que quelque chose va être bénéfique, alors oui, je suis motivée à le faire. C'est totalement logique. Ça veut dire que nous, en tant que soignants, on a un rôle pour bien expliquer pourquoi c'est important, quels vont être les bénéfices que l'on peut sentir sur soi, mais aussi les bénéfices que l'on ne voit pas. Vous voyez, moi, ce que j'adorerais, dans l'idéal, c'est qu'on ait tous une espèce de... comme dans les voitures, vous voyez, une espèce de cadran où on voit notre taux de glycémie augmenter ou notre taux de cortisol augmenter en fonction de ce qu'on fait. Alors vous allez me dire, ça serait horrible, on n'aurait plus envie de regarder le cadran. Effectivement, on n'est pas obligé de le regarder, mais ça serait aussi beaucoup plus motivant. Vous voyez, si à chaque fois, moi qui suis psychologue, si à chaque fois qu'on a une idée négative ou désagréable, on voyait notre taux de cortisol augmenter ou nos télomères se raccourcir, on se dirait peut-être, oula, il faudrait que je commence à faire attention à ce que je pense. Donc les bénéfices. L'autre chose, bien sûr, c'est les obstacles. C'est-à-dire que même si on me dit ça, c'est extrêmement bénéfique, si je perçois trop d'obstacles à le faire, je ne vais pas pouvoir y arriver. Et donc on en reparlera tout à l'heure. Et puis les chercheurs nous ont aussi dit, on va faire quelque chose si on pense que ce qui pourrait nous arriver si on ne le fait pas, c'est grave. Vous voyez, par exemple, on veut bien se faire dépister d'un cancer si on pense que le cancer est grave. Donc c'est ce qui est marqué dans l'autre case verte, perception de la gravité de la maladie ou de la complication, et aussi de la vulnérabilité, c'est-à-dire est-ce que je pense que ça me concerne, vous voyez. Après tout, je peux fumer et me dire il n'y a jamais eu de cancer dans ma famille, ça m'étonnerait que je développe un cancer des poumons. Donc voilà, il y a aussi d'autres choses dans le modèle, mais je vais passer. Et surtout, je vais vous montrer tout de suite, ça c'était une théorie, les résultats de la théorie. Alors ici, je vous montre les résultats d'une méta-analyse qui a été faite en 2010. Donc qu'est-ce que c'est qu'une méta-analyse? C'est au jour d'aujourd'hui le niveau de preuve le plus puissant qu'on a. C'est une compilation d'études. C'est-à-dire que si vous prenez une étude sur 100 patients, vous pouvez déjà en dire des choses. Mais imaginons qu'il y ait une étude sur 100 patients qui soit faite en France, c'est bien, mais peut-être qu'il y a la même étude qui a été faite en Allemagne sur 200 patients, puis en Angleterre sur 300. Si je compile tout ça, je commence à avoir 100, 200, 300, un échantillon de 600 personnes, et de plus en plus de confiance dans les résultats statistiques que j'ai. Et là, je vous présente une étude qui compile une méta-analyse qui compile 18 études. Donc on peut vraiment avoir confiance dans ces données. Et vous voyez que
Alors, les R, là, égale 0.030, 0.027, c'est des coefficients de régression, mais vous inquiétez pas, ça se lit comme une corrélation, vous inquiétez pas non plus. En fait, ça se lit de 0 à 1. Quand on est à 1, c'est-à-dire que l'effet est très très fort. Quand on est à 0, il n'est pas fort. Et comme on est en sciences humaines, quand on est à 0,30, on est déjà très content. Vous voyez, si je lâche le micro, je ne vais pas le faire, hein, mais on est à R égale 1, il va tomber, c'est sûr. Maintenant, quand je suis en psychologie, quand je lâche le micro, un coup il tombe, un coup il monte, un coup il va à gauche, un coup il va à droite. Donc quand on est à R égale 0,30 en psychologie, on est content. Et alors regardez, voyez que qu'est-ce qui fait qu'on est motivé à changer? C'est clairement le fait qu'on perçoit des bénéfices et les obstacles qu'on voit. Est-ce que je me sens vulnérable? C'est-à-dire, est-ce que je me sens concernée? Ça joue quasiment pas. Donc c'est pas la peine de dire aux gens, vous savez, avec tous les cancers qu'il y a eu dans votre famille, vous allez développer un... Ça sert à rien en fait. Vous leur faites peur pour rien, quoi. Et la gravité, c'est pareil, ça joue un peu, mais pas beaucoup. C'est pas la peine de faire peur aux gens. Ils savent très bien que c'est grave. Non, ce qu'il faut voir, c'est quels sont les bénéfices et quels sont les obstacles. Pourquoi vous avez du mal à fumer? Parce que ça manque, parce que c'est mon moment de plaisir, parce que je suis habituée. Voilà. Alors ça, on peut le travailler, on va le voir tout à l'heure. Donc, retenez bien ça. Excusez-moi, c'est mon côté pédagogique, maître de conf, mais bénéfices, obstacles. Alors, on avance. Voilà un autre modèle. Dans ce modèle-là, en fait, les chercheurs nous ont dit on fait un comportement si on a l'intention de le faire. Alors ça, on va voir que c'est quand même assez théorique. Hein. Si je reviens sur le 1er janvier, il y a plein de personnes qui ont de bonnes intentions et on sait très bien que ça ne va pas forcément se faire. Et qu'est-ce qui prédit l'intention d'après leur modèle? Eh bien, 3 choses. L'attitude à l'égard du comportement. Alors, qu'est-ce que c'est l'attitude? C'est en gros, par exemple, on me dit que ça serait bien d'avoir une alimentation bonne. Eh bien, alimentation bonne, si mon attitude, c'est le sentiment que j'ai, les émotions que ça suscite en moi. Est-ce que ça me parle, alimentation bonne? Est-ce que je vais faire une attitude négative, hein. Est-ce qu'alimentation bonne, c'est fade, c'est nul, ça n'a pas de goût, ça me déplaît, ça me nourrit pas? Ou est-ce que alimentation bonne, c'est au contraire me faire plaisir, faire plaisir à mon enfant, redécouvrir d'autres goûts, avoir aussi un sentiment de bien-être dans mon corps? Alors là, je suis dans une attitude favorable. Donc nous, c'est extrêmement important en tant que professionnel qu'on aille explorer l'attitude des personnes. Si je vous dis cigarette, madame, monsieur, c'est quoi pour vous la cigarette? C'est mon moment de détente, c'est cool, c'est sympa, il faut se faire plaisir dans la vie. Ou alors la cigarette, c'est vrai que je fume beaucoup, mais j'en ai quand même ras-le-bol maintenant. Ça pue, ça coûte cher, je me mets en danger. Cette attitude, on sait qu'elle joue fortement sur les intentions. Activité physique, c'est pareil. L'activité physique, c'est le truc qui fait que on pue, on se fatigue, on va se mettre en jogging devant les autres, on va avoir l'air ridicule, on ne sait pas quoi faire, on est essoufflé. Attitude négative, au contraire, c'est ce qui fait qu'on sent son corps, qu'on se sent bien, qu'on a une meilleure estime de soi, que finalement on sort alors qu'on ne sortait pas. Attitude favorable. Et bien sûr, on va voir qu'un de nos leviers, c'est d'explorer les attitudes, et notamment dans les groupes de patients, de faire évoluer les attitudes les unes vis-à-vis des autres. Alors les normes de mon groupe de référence, c'est aussi extrêmement important, surtout chez les jeunes, les adolescents et les jeunes adultes, c'est et les autres, quels sont en gros, qu'est-ce qu'ils font les autres? Les jeunes qui ont le même âge que moi ou les femmes qui sont aussi enceintes, qu'est-ce qu'elles font? Et on sait très bien que ce groupe de référence, c'est-à-dire ma famille, mes amis, les gens que je vois à la télé aussi, on sait que ça joue. Eh bien, si tout le monde se fait de l'activité physique dans mon groupe de référence, je vais probablement m'y mettre. Et inversement, si tout le monde fume, je vais probablement allumer une cigarette. Et puis le contrôle perçu, c'est ok, on me dit de manger, d'avoir une alimentation bonne, on me dit de faire de l'activité physique, mais en fait, est-ce que c'est faisable? Je ne sais même pas ce que c'est, activité physique. J'ai même pas de tennis chez moi. J'habite à 1 heure d'ici, il fait noir à 5 heures, je vais sortir au milieu de Tours, je vais faire quoi? J'ai pas d'argent, j'ai pas de temps qui va garder les enfants, puis je sais même pas quoi faire. Donc, et ça, vous voyez, c'est très courant. C'est-à-dire, nous, professionnels de santé, on ne se rend pas compte qu'on donne des suggestions, mais qu'est-ce qu'elles vont devenir dans le concret, dans le quotidien de nos patients? Est-ce que c'est jouable? Est-ce qu'ils savent vraiment de quoi on parle? Est-ce qu'ils ont le temps, l'argent? Et est-ce qu'ils se sentent capables? Eh bien ça, on va voir que ça joue beaucoup. Alors c'est pareil, je vais faire comme tout à l'heure, je vais vous donner des données. Qu'est-ce qui joue le plus? Ici, vous avez une méta-analyse, donc pareil, en population générale, et vous voyez que ce qui joue, c'est l'attitude que j'ai par rapport au comportement. Et le contrôle que j'ai joue aussi énormément. Et puis le comportement passé, si j'ai déjà arrêté de fumer une fois dans ma vie, je vais
avoir plus de facilité à recommencer. Si j'ai déjà eu des périodes où j'avais une alimentation bonne, je vais plutôt avoir de la facilité à le faire. Et ici, je vous montre des données pour prédire cette fois spécifiquement le comportement alimentaire, donc une méta-analyse récente de 22 études. Et regardez, les coefficients sont extrêmement forts pour nous en psychologie. On voit que l'attitude joue énormément et toujours ce contrôle perçu. Donc qu'est-ce qui fait que, en fait, on a une alimentation bonne? Eh bien, c'est principalement l'attitude que l'on a dessus et aussi le contrôle. C'est-à-dire, moi, je veux bien aller manger du poisson 2 fois par semaine, mais il n'y a même pas de poissonnerie près de chez moi. Et puis quand bien même j'arriverai à la poissonnerie, waouh, c'est pas le prix que j'escomptais. Et quand bien même on me donnerait 10 € pour acheter mon poisson, je ne sais pas comment le cuisiner. Et quand bien même je vais le cuisiner, je vais le trouver dégueulasse. Eh bien ça, c'est ce qu'on appelle le contrôle. Et c'est vrai que dans les consultations, eh bien, on aurait tout intérêt à être extrêmement pragmatique. Moi, j'aime bien la psychologie de la santé parce qu'il n'y a pas plus concret. Vous voyez, il y a beau avoir des chiffres, on est vraiment dans le concret. Alors, 3 idées clés pour résumer. Vous avez entendu, hein, l'attitude envers le comportement, c'est extrêmement important. Et vous vous souvenez, on a dit bénéfice, obstacle. Mais dans les bénéfices, on retrouve cette attitude. C'est-à-dire, si je perçois des bénéfices, finalement, mon attitude va être favorable. Si je ne comprends pas ce que c'est que l'activité physique, je ne vais forcément pas en percevoir de bénéfices. Donc, s'assurer que les bénéfices sont connus, bien compris, et puis travailler concrètement la faisabilité, les obstacles, avant de s'engager dans... Ça serait bien de faire ci ou faire ça, que comme l'a dit mon collègue, les patients en ont ras-le-bol qu'on leur dise quoi faire, sans même se préoccuper des conditions de faisabilité. Donc concrètement, comment on peut faire? Et plutôt que de donner des idéaux qui ne sont pas atteignables, voir ce que les gens peuvent faire vraiment chez eux, avec le temps, l'argent, les moyens culturels, économiques qu'ils ont. Alors, au-delà de ça, et c'est vrai que moi je travaille sur l'empathie, on sait que l'empathie des soignants est extrêmement importante. On a des données magnifiques aujourd'hui. On a des études, par exemple, d'un collègue iranien, Ojat, sur le diabète, qui a suivi des cohortes de 10 000 diabétiques pendant plusieurs années et qui a démontré que l'empathie du médecin qui suit le diabète a un impact sur les complications aiguës de ces patients, c'est-à-dire notamment les amputations, mais aussi sur l'hémoglobine glyquée, sur des variables tangibles. Nous-mêmes au CHRU de Lille et à l'Université de Lille, on vient de publier des données, enfin elles sont under review, alors je touche du bois qui est du métal, et on a montré que l'empathie des médecins en cancérologie avait un impact sur la survie dans le cancer du poumon. Donc l'empathie, elle est fondamentale. On a beaucoup, pléthore de données, et c'est pas que oui, je suis satisfait des consultations, puisque comme je vous le dis, on a des critères biologiques qui vont jusqu'à la survie dans le cancer. Alors l'empathie, ça veut dire justement, plutôt que dire il faut faire ci, il faut faire ça, il faut arrêter ci, il faut arrêter ça, eh bien tout simplement reconnaître les difficultés, les légitimer. C'est pas évident de manger, d'avoir une alimentation équilibrée quand, eh bien, dans la journée, on est en stress parce qu'il faut aller chercher les enfants, parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens, parce que le travail est fatigant, parce qu'on ne sait même pas quoi faire, ni comment, et qu'on n'y pense pas. Donc reconnaître les difficultés, les légitimer, être encourageant. Et j'ai apprécié ce que vous avez dit sur le fait de formuler des choses positivement. Vous trouvez que c'est motivant de dire à quelqu'un il faut arrêter de manger gras, salé, sucré, il faut arrêter de boire et de fumer. Mais en fait, on est en train de lui passer un message, c'est motivez-vous à ne plus rien faire. Et psychologiquement, le cerveau n'aime pas, vous voyez. Si je vous dis, écoutez, on va essayer de vous encourager pour avoir une alimentation qui vous plaise, et qui soit saine, équilibrée, mais qui vous provoque une émotion positive, et on va voir comment travailler ça, c'est quand même pas la même chose que faut tout arrêter, quoi. Tout ce que vous faisiez, il faut arrêter. Donc, ça c'est très important, être empathique, encourageant et favoriser l'entraide, le soutien, c'est-à-dire, bien sûr, nous on est là pour soutenir nos patients et nos patientes, mais voir aussi comment dans leur environnement, le soutien va être fait, parce que, comme dirait... Pierre Fontaine, qui est professeur de diabéto au CHRU, eh bien, avec nos séances d'éducation thérapeutique, finalement, on crée énormément de divorces, parce que quand on a des patients en obésité et qu'on travaille sur leur mode de vie, eh ben, si on ne s'occupe pas du soutien à côté, de la famille, ben, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On crée des ruptures, quoi. Donc, si on veut accompagner les gens dans le changement, il faut aussi s'occuper de leur environnement. Alors, vous allez me dire, ok, attitude, bénéfice, obstacle, très bien. Est-ce qu'on fait ça avec tous les patients? Alors, oui et non. Je vais juste vous montrer une petite diapo pour mettre des priorités là-dedans. En fait, ici, on a un modèle des stades de changement. On a des patients qui sont
ce qu'on appelle au stade de pré-contemplation, c'est-à-dire en fait, ils n'ont pas tellement réalisé les enjeux de la grossesse ou de tel changement de comportement. Et là, ce n'est pas la peine d'être dans le pratico-pratique, comme je disais tout à l'heure, mais plutôt de donner de l'information, de susciter le doute, plutôt que de passer à des choses concrètes alors qu'ils ne sont pas prêts au changement. Inversement, si vous avez des patients qui sont de plus en plus, qui en fait ont déjà compris ce que vous leur dites, ben là c'est le moment de fixer ensemble des objectifs et d'être dans le concret. Donc le message simple de la diapo, c'est si je dis à mon patient ou à ma patiente, qu'est-ce que vous pensez de cette période de l'alcool, du tabac, ben je vois un peu où il en est. Et puis, si j'ai un patient qui me dit bah, « écoutez, moi, il n'y a pas de problème, hein, c'est pas parce que je fume quelques cigarettes pendant ma grossesse qu'il y a un souci bah, », c'est pas la peine d'être directement dans le concret parce qu'on voudrait, hein, mais en fait, le patient n'en est pas là psychologiquement, quoi. Alors, pour les objectifs, eh bien, c'est simple, en fait, on accompagne les patients pour qu'ils aient des intentions, qu'ils transforment leurs intentions en objectifs précis. C'est-à-dire, plutôt que de dire bah, « ça serait bien de manger sain », d'avoir une alimentation bonne, eh bien, qu'est-ce que vous pouvez faire cette semaine? Bah, peut-être manger du poisson, j'en mange jamais, allez, c'est parti. Où vous allez l'acheter? Quand? Comment vous allez le faire? Comment vous allez le préparer? Et formuler positivement. Et là, vous voyez, on passe de quelque chose de très abstrait à un objectif, cette semaine, manger du poisson. Avoir du feedback sur son objectif, ça veut dire, bah, une fois que l'objectif est précis, bah, le patient va être forcément motivé à le faire et peut-être à le noter. Auto-contrôler son comportement, c'est ça, c'est-à-dire dire bah, cette semaine j'ai réussi à manger une fois du poisson. Par contre, je devais manger des légumes une fois sur deux, bah, ça je l'ai pas tenu, quoi. Et donc en fonction de ça, on réajuste les objectifs. On va faire les légumes, on va dire pour le moment une fois sur 3. Même si nous, c'est pas du tout ce qu'on vise, concrètement, c'est le mieux pour le patient. Et donc je termine justement. En fait, c'est pareil, toutes ces données ont été analysées et on sait que qu'est-ce qui aide les patients, notamment en situation d'obésité? Eh bien, c'est leur expliquer concrètement comment faire les choses, les aider à avoir cet autocontrôle du comportement, c'est-à-dire j'ai un objectif, j'essaie de le suivre. Prévention de la rechute, ça veut dire, ce qu'on a dit, être encourageant quand ça ne marche pas, parce que c'est normal de ne pas y arriver, et puis essayer de les accompagner pour que ce qu'ils font devienne une habitude, et je vais aller très vite sur l'habitude parce que le temps est fini. En fait, pour faire en sorte que quelque chose qu'on a fait une ou deux fois, tiens, j'ai mangé du poisson, voilà, ça fait 15 jours, je tiens mon objectif, pour que ça devienne une habitude, eh bien, le mot-clé, c'est qu'il faut que les émotions soient positives. Donc, si vous demandez à un patient qui mange des frites à tous les repas avec un camembert à tous les repas de passer à du poisson fade, ben vous n'y arriverez pas. Donc, l'émotion, il faut toujours garder le fait que l'émotion doit être positive. Et donc, travailler avec nos patients, ce qui leur fait plaisir, même si pour nous, ce n'est pas forcément l'objectif médical ou biologique. Voilà, ça c'est juste un récapitulatif. Merci de votre attention.